Vous avez toujours voulu savoir ce que les gens me racontent en consultation. Alors j'ai décidé de vous permettre d'écouter à la porte de mon cabinet. Je suis Thérèse, diplômée de philosophie, thérapeute de couple et sexologue. Et depuis 20 ans, j'accompagne des hommes et des femmes à s'aimer mieux, s'aimer plus. Toutes les histoires que vous allez entendre sont vraies. Certains ont changé leur prénom, mais d'autres pas. Vous allez entendre parler d'infidélité. Beaucoup. La leur ou celle de leur conjoint. De violences sexuelles, physiques, psychologiques, vécues souvent enfants, mais aussi parfois à l'âge adulte. De ces schémas que l'on répète en amour, d'addiction sexuelle ou d'absence de désir, de plaisir, de vie sexuelle. Love Care, c'est une plongée au cœur de l'intime qui peut vous provoquer certaines émotions, alors surtout, respectez-vous. Si je diffuse avec leur accord ces confidences, c'est parce que les histoires des autres peuvent nous aider à mieux comprendre la nôtre. Alors, bonne écoute. Bonjour, bienvenue. Comment est-ce que vous vous appelez? Bonjour, je m'appelle Sylvain. Et vous avez quel âge? J'ai 49 ans. Et alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous amène vers moi aujourd'hui? Je vous écoute. Je suis en cours de divorce. Euh, j'ai vécu pendant 17 ans euh, avec cette personne et aujourd'hui, après, ça fait un an que le divorce est en cours et après, on va dire 4 ans de réflexion sur le fait ou non de continuer cette relation. Et je suis arrivé à la décision de vouloir arrêter cette relation qui, pour moi, était devenue très, très toxique et dans laquelle j'étais en train de sombrer, en fait. Comment vous voyez que vous sombrez? Comment vous voyez que cette relation était toxique? Concrètement, qu'est-ce que vous avez pu observer? En fait, mon ex-femme a beaucoup de souffrances liées à des démons de son enfance, des traumatismes liés à l'éducation, aux parents, ce genre de choses. Et à travers euh, un manque de confiance en elle, à travers euh, du manque d'amour pour elle-même qu'elle essayait de combler, ce genre de choses, et que moi je voyais à travers ses comportements. Elle transformait ça en de la possessivité envers moi, le fait de me couper progressivement de mes amis, de ma famille, de plus accepter que je sois au téléphone avec ma sœur, des choses comme ça. Mhm. Et progressivement, moi j'ai accepté, j'ai compris sa souffrance, je comprenais sa souffrance, qu'elle a toujours d'ailleurs. Et je me disais que je devais, moi, faire preuve de plus de compréhension profonde et plus de compassion envers mon épouse. Et c'est pour cela que pendant des années, j'ai reculé en fait mes propres barrières pour faire preuve de plus de compassion envers ma femme à l'époque. Et seulement cette compassion, petit à petit, elle a diminué pour faire face à ma propre souffrance, où ça a commencé, je n'arrivais plus à transformer la souffrance de ma femme, et elle devenait, du coup, je commençais à porter un peu aussi son fardeau, on va dire. Mhm, je comprends. Oui. Et jusqu'à un moment, en fait, où ça a commencé à toucher ma fille, Comment ça s'est euh, passé, ça? ben, j'ai commencé à voir à travers ma fille les mêmes symptômes, entre guillemets, que ceux de mon ex-femme, c'est-à-dire à travers l'éducation et notamment le manque de confiance que ma femme a envers elle-même et qu'elle le traduit à travers l'éducation, c'est-à-dire ma fille essaye de prendre quelque chose. Ah non, attention, tu vas renverser avant même qu'elle ait essayé de le faire. Donc Mhm. elle démontre en fait qu'elle n'a jamais confiance qu'elle peut réussir quelque chose. Et j'ai commencé à voir qu'elle commençait à arroser ces graines-là auprès de ma fille aussi et de créer un petit peu, de reproduire ces schémas. Et c'est à ce moment-là que je me suis sérieusement posé la question, OK, moi je me suis marié, et entre guillemets, je suis un adulte responsable, c'est à moi de faire mes choix, mais mon enfant n'a rien demandé. Est-ce que je dois continuer à être dans une relation comme ça et aussi être un exemple, un mauvais, entre guillemets, exemple pour mon enfant? Ou est-ce qu'il est préférable de divorcer malgré la difficulté de devoir avoir le courage de quitter euh, tout ce qu'on a pu construire pendant des décennies et de vivre un moment douloureux pour pouvoir retrouver une certaine sérénité et aussi d'être un bon exemple
euh, paternelle euh, plutôt que de rester dans une relation qui est toxique et qui ne va pas et qui montre un mauvais exemple. Alors même si on est ensemble, et personnellement j'ai fait le choix de ne pas rester ensemble, malgré le fait qu'aujourd'hui je vis un peu un enfer, on va dire, dans ce que je vis actuellement, quoi. Mais Et avant de revenir sur l'enfer que vous vivez actuellement, euh, je comprends bien votre difficulté. Comment est-ce qu'on fait dans une relation pour faire la part des choses entre ce qui est de l'ordre d'un amour qui nous invite à soutenir l'autre dans ces états de détresse intérieure et on a un peu cette phrase là, à laquelle on était nourri, c'est on aime l'autre pour le meilleur et pour le pire et donc on est là, donc on fait preuve d'empathie, de bienveillance, mais où est la limite? Et c'est très 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 compliqué. Et je peux bien imaginer que vous avez mis pas mal de temps pour, à un moment, sentir que vous avez touché vos limites. Et c'est ce qui est intéressant dans votre témoignage aussi, c'est le fait que vous avez vu que ça touchait votre enfant. Et c'est souvent quand ça touche quelqu'un d'autre qu'on commence à prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Et vous me dites que finalement, vous avez décidé de vous séparer et là que vous vivez un enfer. C'est quoi l'enfer que vous vivez actuellement? ben, l'enfer que je vis, c'est que euh, mon ex-femme, en fait, n'a pas, parce que dans notre relation, on a eu différentes étapes déjà où c'était difficile, et à chaque fois, euh, mon ex-femme m'achetait entre guillemets en soit m'offrant quelques jours de vacances ou un nouvel ordinateur ou et moi je me disais bon allez ça fait partie de la vie de couple de traverser ces moments difficiles puis ça va passer puis un jour j'ai dit stop pour de bon et ce jour-là elle n'a vraiment pas accepté en fait parce que elle a des blessures déjà de rejet et du coup ça a rajouté un rejet supplémentaire qui est je pense très très difficile pour elle euh, à vivre. Et de ce fait-là, elle transforme cette souffrance en grande colère contre moi. Et du coup, elle a fait des gros mensonges, elle a fait des fausses déclarations à la police. J'ai été exclu de mon domicile, malgré le fait que j'ai des preuves que c'est moi qui suis la victime dans ce qui s'est passé. Et du coup, aujourd'hui, pour l'instant, j'ai plus de logement. Là, elle a compris maintenant que moi, je m'étais suffisamment détaché d'un point de vue émotionnel pour ne plus qu'elle puisse me toucher. Alors, elle a commencé à dire des choses à ma fille qui la font souffrir elle. Et j'ai compris après, on m'a expliqué qu'effectivement, c'est assez classique que lorsque dans une séparation, l'un des deux n'arrive plus à toucher l'autre, consciemment ou non, il utilise l'enfant et fait souffrir l'enfant pour faire souffrir l'autre personne. Et du coup, moi, ma fille est au milieu et au moment où j'ai commencé à mettre ma limite justement pour dire, bah, je n'accepte plus de ne pas avoir le droit de marcher pieds nus dans ma maison. Bah, quelques jours après, ma fille est venue me voir en me disant, Papa, maman m'a dit que quand je suis né, tu voulais pas de moi parce que tu voulais une fille. Alors que bien sûr, ce n'était pas vrai et que moi, j'ai toujours voulu avoir une fille, enfin un enfant. Et malgré un long parcours PMA, moi, j'ai toujours dit, je veux un bébé en bonne santé, c'est tout, peu importe. Mais du coup, ça a créé un doute dans l'esprit de ma fille et qui, pendant des semaines après, a continué de me le demander si elle était voulue. Alors moi, je lui ai dit que je l'aimais et que je l'aimerais toujours, que si c'était à refaire, je ferais tout exactement pareil. Mais néanmoins, c'est, c'est très difficile. Ensuite, c'est la première fois où j'ai essayé de mettre une barrière et d'avoir cette réponse-là, qui est une attaque sur mon enfant et qui me dit, bah, en fait, si je recommence à poser des barrières, elle va de nouveau s'en prendre à ma fille. Ah, donc Euh, ça y est, donc vous êtes un peu bloqué maintenant. Vous avez peur je, de remettre des je limites suis un parce que vous avez peur de peu son, otage, quoi. de ce qu'elle pourrait faire, de C'est sa ça. réaction. Ok. Et regardez, on va juste poursuivre un petit peu, Sylvain. Vous vous retrouvez dans cette situation-là aujourd'hui avec une personne qui n'arrive pas à accepter qu'on puisse lui mettre des limites, qui n'arrive pas à accepter l'altérité, finalement, la décision de l'autre, sa liberté, et bon, qui réagit de cette façon. Comment vous êtes retrouvé dans cette situation-là, Sylvain?
Eh ben, en fait, je suis responsable de cette situation parce Et sur que quel point, dites-moi un peu, parce que c'est toujours intéressant de comprendre comment on hmm, a co-créé aussi cette relation-là. c'est ça. Bien sûr, on n'est jamais, c'est jamais la faute de l'un ou de l'autre. C'est la situation arrive toujours de quelque chose en commun. Et dans notre cas, euh, là où je suis entre guillemets responsable et fautif de ça, c'est que je n'ai pas. Ouais, je suis de philosophie bouddhiste et dans ma pratique, faire preuve de compassion et évoluer sur ce chemin au quotidien, c'est quelque chose de normal pour moi. Mais mon ex-femme n'est pas du tout dans cette philosophie de vie-là. Et du coup, pendant des années, moi, c'est cette colère, cette souffrance qu'elle ressentait, j'ai essayé de d'accepter qu'elle me la mette sur moi et de la transformer à travers des méditations, à travers de la compréhension profonde, à travers, voilà. Et or, dans une relation de couple, j'ai compris par la suite que, en fait, ce n'était pas du tout mon rôle en tant que mari et que peut-être une femme, mon ex-femme, ce qu'elle attendait plus, c'était d'avoir un mari qui sache lui dire non et qui sache lui dire non, poser des limites, chose que je n'ai pas faite puisqu'à chaque fois j'ai reculé moi mes propres limites, pensant faire bien, mais en réalité, je suis responsable aussi de cette situation dans laquelle on est arrivé et du niveau de souffrance que elle est là, quelque part, je suis co-responsable aussi de cela, je pense. Et je comprends très bien ce que vous partagez, c'est hyper intéressant, hein. Et de voir comment cette philosophie de vie, elle s'est retournée à un moment contre vous, alors qu'au départ elle est très belle, mais vous étiez face à une personne qui avait une forme d'immaturité, qui fait qu'elle attend de vous que vous jouez le rôle du père, hein, qui met la limite. C'est pas le mari au départ qui met la limite, c'est pas le compagnon. Normalement, c'est pas votre rôle de faire ça. Mais si elle en a manqué pendant l'enfance, elle va attendre ce comportement-là de votre part, sauf que en fait, vous n'étiez pas du tout sur le même plan au niveau maturité, quoi. Et donc, vous arrivez avec une envie de partager une relation avec un autre adulte, sauf que peut-être malgré son corps d'adulte, sa vie d'adulte, elle a un fonctionnement d'enfant. Quand on a besoin comme ça que l'autre nous mette des limites, c'est vraiment quelque chose qui nous a manqué dans notre enfance. Mais donc, j'entends Hmm. le cercle vicieux qui s'est installé. Et, euh, et aujourd'hui, alors, comment est-ce que vous allez? Comment est-ce que vous vous sentez, Sylvain? Eh bien, aujourd'hui, je me sens euh, progressivement un petit peu libéré, on va dire, du fait de ne plus vivre sous le même toit provisoirement plus avec elle, parce que je m'est arrivé à un point où même j'avais des problèmes pour dormir la nuit parce que j'avais peur je faisais des cauchemars, j'avais peur qu'elle me poignarde. Enfin, ça allait très très loin dans mon insécurité, peur d'être empoisonnée parce qu'elle travaille dans le milieu médical. Enfin, et vu qu'elle a une telle euh, haine, même on peut parler de haine envers moi. euh, Elle me l'a dit, voilà, je t'en ferai baver jusqu'à ce que tu crèves, des mots très, très violents, on va dire, pour moi en tout cas. Très Euh, violent pour tout le monde, hein. Sylvain, c'est extrêmement violent de dire une chose pareille. et, euh, et bon, mais je me sens soulagé d'une certaine emprise qu'il y avait sur moi parce que quand on était encore ensemble, plusieurs fois, il y avait eu des situations très délicates dans notre relation où j'avais déjà parlé de séparation et où elle m'avait dit à plusieurs fois, mais c'est pas grave, demain, je vais travailler, puis je me prendrai la falaise, et puis voilà, on n'en parle plus. Donc Mm. il y avait aussi Donc, une menace au suicide, quoi. oui, Chantage au voilà, suicide. des choses comme ça qui étaient devenues lourdes et que j'avais appris à vivre avec, mais qui au fond ont fait au fur et à mesure des années une accumulation dans notre relation qui était devenue malsaine, mais à Mhm. laquelle je m'étais habitué en fait Ouais. dans Et mon quotidien. ça a duré longtemps, ça, toutes ces phrases-là qu'elle a pu prononcer, ce climat, il a duré longtemps. Il a duré 6 ans, 6 ans, c'est beaucoup, 6 ans. 6 ans. Donc c'est vrai que là maintenant je suis dans une phase où j'essaye de me reconstruire Parce que, sans oui, qu'est-ce que c'est venu abîmer chez vous?
Eh ben, en fait, je me suis un peu perdu, en fait, parce que à force d'être à l'écoute des besoins de l'autre, j'ai oublié un peu de m'écouter moi et j'ai mis tellement de choses. On dit dans une relation à deux qu'il faut faire des compromis. Alors, je pense que j'ai fait tellement de compromis euh, jusqu'à ne plus toucher les pieds nus sur le sol de ma propre maison, alors que pour moi, c'est un besoin d'ancrage, de connexion énergétique avec le sol, ce genre de choses. Et qu'en fait, j'en ai oublié mes propres besoins, peut-être même une partie de ma propre identité que j'ai effacée, en fait, pendant plusieurs années et que aujourd'hui, j'essaye de faire le travail de recentrage sur moi-même et en fait d'essayer de devenir égoïste, entre guillemets, pour me retrouver. Mhm. Oui, je comprends. Et c'est vraiment cette idée de se perdre parce que vous êtes tellement à l'écoute des besoins des autres. Et alors, si on remonte un petit peu, Sylvain, si on remonte dans votre histoire, dans votre enfance, quand est-ce que vous avez enregistré le message que c'était important de se mettre à l'écoute des besoins des autres et de pas trop s'écouter? Est-ce que ça vous Ben, en rappelle de quand fait, vous étiez enfant? oui, alors moi dans mon enfance, euh, ma maman est une personne qui a beaucoup souffert et qui souffre beaucoup de manière générale. Et dans le lien relationnel maternel, il y a eu, je pense, une sorte de parentalisation euh, qui a pu peut-être effacer un peu mes propres besoins pour soutenir ma maman, euh, ce qui est encore le cas aujourd'hui parce que elle est malade et je l'accompagne dans sa maladie. Euh, et je pense que ça a été pour moi quelque chose qui a créé en moi ce besoin, cette envie d'aider les autres, même si sachant cela pendant longtemps, j'ai toujours pensé que quelque part j'avais un problème et que je voulais aider les autres parce que j'avais une pathologie ou quelque chose. Et puis il y a 2 ans et demi, suite au départ de ma sœur que j'ai accompagnée jusqu'à son départ, qui nous a quittés, euh, j'ai été dans une sorte de crise identitaire euh, où j'ai été, je me suis retrouvé sans emploi parce que j'ai accompagné ma sœur jusqu'à son départ. Et puis, à la suite de ça, pour euh, retrouver un peu euh, l'envie de travailler, mais avec quelque chose qui a beaucoup plus de sens, ma sœur m'a fait le cadeau de m'offrir, euh, de m'ouvrir les yeux sur l'impermanence de la vie, de toute chose, et de toucher cela de manière très, très concrète. Mhm. Et cela m'a permis de faire des tests Ikigai euh, qui m'ont tous amené au même résultat que aider les autres est vraiment mon Ikigai, ma raison d'être. Mhm. Alors L'ikigai, que je, c'est comment est-ce que vous pourrez le définir? c'est un concept qui vient du Japon, qui, qui est, on va dire, le croisement de 4 chemins entre ce qu'on aime faire, ce qu'on est doué pour, ce qu'on peut être payé pour faire Mhm. et ce que le monde a besoin. Ah oui, très bien. Et pour moi, voilà, je l'ai fait ça avec 3 structures différentes et à chaque fois, ça m'a amené au même résultat. Et du coup, je me suis dit, ah, mais en fait, c'est vraiment vrai que j'adore faire ça et que c'est naturel pour moi et que même l'énergie que ça me demande de le faire, ça me nourrit d'une telle manière que ça me donne la même énergie. Donc c'est comme un peu cyclique pour moi. Sylvain, je pensais à une chose, c'est que si vous sentez que vraiment c'est ça que vous aimez faire, c'est votre vocation profonde aussi d'aider les autres et vous apprenez à reconnaître cette mission de vie, on va dire. Ce qui peut se passer, c'est que pendant toutes ces années, vous avez accompli cette mission, mais au travers
de votre relation avec votre compagne. C'est-à-dire qu'on met tout dans son couple et pas assez à l'extérieur. C'est-à-dire que, je vais essayer de m'expliquer. Il peut y avoir une forme, comment dire, de surinvestissement dans son couple au lieu de le vivre à l'extérieur. Je vous donne un exemple. Regardez, moi, mon métier, c'est d'aider toute la journée des gens à s'aimer plus, à s'aimer mieux. Mais si je faisais, et c'est vraiment ce qui m'anime, ce qui me rend profondément heureuse. Ok. Si j'avais pas ce métier-là, eh bien, toute cette énergie que j'ai, je pourrais avoir tendance à la mettre que dans mon couple, mais il y aurait un surinvestissement dans mon couple qui fait qu'à la fin, ça va se retourner contre ma relation. Parce qu'à un moment, il faut que je sois comme une vraie compagne vis-à-vis de mon compagnon, pas comme une thérapeute, pas comme même une philosophe, etc. Il faut que je puisse être complètement moi. Et je pense à ça parce que je me demande dans quelle mesure vous n'avez pas jouer ce rôle on va dire, vraiment d'accompagnant, avec cette grande empathie vis-à-vis de votre compagne, parce que vous avez mis toute cette énergie à l'intérieur de votre couple et pas à l'extérieur. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire, parce que c'est pas Oui. non plus très clair dans mon esprit. Je n'arrive pas Si, très bien à si, si, formuler. si. Oui, je comprends tout à fait, oui. En fait, effectivement, je pense que cela a déstabilisé et a déséquilibré notre relation, Mhm. d'autant plus que mon ex-femme n'est pas dans cette philosophie de vie-là. Parce Très intéressant. qu'aujourd'hui, dans mes relations amicales que je peux avoir autour de moi, euh, la plupart des personnes qui m'entourent sont dans la même philosophie de vie que moi, pour beaucoup. Et de ce fait-là, le fait d'aider quelqu'un, d'aider mon prochain, d'aider une personne qui a une difficulté, ne représente pas une déstabilisation relationnelle, même au niveau amical. Au contraire, il est pris dans le sens plutôt de ce cercle virtueux, de l'abondance, de donner, recevoir, qui permet une fluidité que je n'avais pas dans ma relation de couple. C'est intéressant, hein. Et donc finalement, ce qu'on retient euh, comme morale à cette histoire que vous avez vécue, c'est quoi alors, si vous devez en sortir quelques leçons de vie? Alors là, je suis avec vous pour m'aider à trouver parce que moi, je suis encore un peu dedans. Par rapport à ce que vous venez de dire, c'est que quand on est en relation avec une personne, il y a une question qui est quand même une question fondamentale à se poser, c'est est-ce qu'on partage les mêmes valeurs? Est-ce qu'on a la même philosophie de vie? Il faut du commun. Vous avez dit tout à l'heure, le couple, c'est aussi une affaire de compromis. Et donc, bah, forcément, j'ai fait beaucoup de compromis pour rester avec l'autre. Et une petite suggestion, j'ai envie de vous dire que non, le couple, c'est pas du tout une affaire de compromis. Même, c'est un interdit suprême de faire un compromis. Pourquoi? Parce que quand on fait un compromis, on va dévier sa trajectoire pour plaire à l'autre et rester avec l'autre. Mais on risque de finalement euh, se perdre dans ce qui est important pour nous. Le compromis, c'est que je vais mettre un petit peu de côté des besoins fondamentaux pour être en relation avec toi, mais il risque d'y avoir après une forme de calcul, une forme aussi de ressentiment, une attente. Bah, j'ai fait ça pour toi pour que ça donne un résultat, et ça se retourne toujours après contre le couple. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, je pense qu'une façon de bien avancer avec quelqu'un, c'est de partager des valeurs en commun et de vouloir avoir la même philosophie de vie pour avancer au même rythme et avancer ensemble, pas dévier sa trajectoire pour l'autre. Vous voyez, c'est ce que vous me dites actuellement, c'est que vous vous entourez de personnes qui sont dans le même état d'esprit. Et comme il faut du commun dans une relation de couple, et surtout du commun sur les valeurs. Pas du commun tant sur les comportements, etc. On peut avoir des façons un peu différentes de vivre, mais sur les valeurs, c'est fondamental. Attendez, quand je vous dis tout ça, qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous? Je suis totalement aligné avec cela et c'est vrai que je me dis que au cours de ma relation qui a duré 17 ans, effectivement, peut-être les valeurs qu'on avait initialement lorsqu'on s'est rencontrés étaient communes et que nos chemins de vie, progressivement, à travers les différentes choses qu'on a vécues, comme un très long parcours en PMA, comme le deuil de membres familiaux, la perte d'enfants,
sont des épreuves qui peuvent aussi nous séparer dans nos visions et dans la façon dont on va, entre guillemets, j'ai envie de dire, s'outiller pour apprendre à vivre avec ces souffrances et à traverser ces épreuves. Et je pense que dans notre cas, elles nous ont séparés, elles nous ont, peut-être que elle est restée dans une bulle de souffrance qu'elle intériorise. Et moi, j'ai plutôt été chercher à trouver des outils pour la transformer, et notamment à travers voilà ma perception de vie philosophique. Euh, et c'est vrai que du coup, j'ai fait beaucoup peut-être de compromis sur des valeurs qui ont grandi en moi et qui n'ont pas grandi en elle et que j'ai accepté de mettre de côté, de ne, voilà. Et vous avez Je me fait tout suis un ça peu pour oublié. rester, voilà, c'est ça. Et vous avez fait tout ça pour rester en lien, parce qu'on veut tous le lien, on veut tous la connexion. Donc l'intention était belle, mais aujourd'hui, vous voyez bien que c'est pas possible, effectivement, d'avancer comme ça va se retourner après contre vous. Et c'est certainement aussi des choses que vous avez apprises quand vous étiez plus jeune, que vous étiez enfant. Pour rester en lien, il faut mettre un peu de côté certains de nos besoins, il faut mettre de côté certaines de nos valeurs pour être connecté aux gens qu'on aime. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous pouvez encoder un autre message dans votre cerveau, dans votre cœur, dans votre corps, que pour rester en lien, il faut au contraire être très à l'écoute de ses besoins, très à l'écoute de ses valeurs et de ne pas faire de compromis pour ne pas se perdre dans le lien et rester bien soi-même pour que la relation soit bien 1 plus 1 est égal 3. Il y a toi, il y a moi et puis il y a notre couple, mais qu'on n'est pas en train de fusionner. La fusion, ça mène toujours à la destruction. Je sais pas si ça vous parle tout ça. Ouais, comment vous vous sentez là au terme de cet échange? On va bientôt s'arrêter, mais comment vous vous sentez là tout de suite? Oui, je me sens très en paix et en harmonie entre mon cœur et mon esprit, hein, très aligné avec ce que vous venez de dire là, qui je pense est d'une une parole très juste. Mm. Je ressens beaucoup de joie et de gratitude aussi envers vous, parce que je vous suis depuis pas très longtemps, mais grâce au partage, notamment à ce podcast ou aux vidéos que vous faites, je, je trouve que on peut, dans certains sujets, se retrouver et donc, grâce à cela, aller sur un chemin d'éveil et grandir soi-même. Donc, j'ai beaucoup de gratitude en moi aussi et je suis très content de cet échange avec vous et je vous remercie infiniment. Merci de me le dire. Et vous savez Mm. que toutes ces choses-là que je vous partage, que je vous transmets, euh, je l'ai même écrit sur ma petite page Instagram, dire, mais c'est des choses que j'aurais voulu entendre. Je transmets ce que j'aurais voulu recevoir. C'est assez étrange comme l'être humain est capable de donner ce qu'il n'a pas reçu. Il est aussi capable de Mm. transmettre ce qu'il n'a pas reçu. Pourquoi est-ce que je vous ai posé cette question à un moment? Qu'est-ce que vous allez en retenir comme leçon là dans votre histoire, celle que vous venez de traverser? C'est que voilà, il nous a donné plein d'expériences de vie. Celle que vous venez de vivre avec cette compagne pendant 17 ans, elle est pleine d'enseignements. Et aujourd'hui, ce qui est hyper intéressant, c'est d'aller faire une relecture de votre histoire, comme on vient de le faire trop rapidement, pardon, c'est le format qui m'oblige à être un peu rapide, mais de vous encourager encore à être dans cette relecture pour arriver à retirer voilà, des enseignements de cette expérience, des enseignements pour votre vie, mais aussi que vous allez transmettre à toutes les personnes qui sont autour de vous. Vous voyez, par exemple, vous m'avez parlé de votre enfant, de votre fille. Eh bien, qu'est-ce que vous pouvez lui raconter de votre histoire? Voilà comment j'en suis arrivée là. Voilà ce que je comprends aussi de moi, de l'amour, des relations. Euh, c'est c'est magnifique en fait finalement. C'est comme ça qu'on avance. Et oui, bien sûr que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais j'ai envie de vous dire, tant mieux. C'est comme ça qu'elle est passionnante cette vie. Et là Oui, aujourd'hui, c'est ça. ce qui m'a beaucoup, moi, touchée, je me dis que ce serait intéressant d'aller approfondir ça. Ça me donne envie d'écrire davantage à ce sujet, auteur des vidéos à ce sujet. C'est sur les valeurs à partager quand on s'encorde avec quelqu'un. Vous voyez, parce que quand on se met en couple, Mm. on s'encorde avec quelqu'un. On peut avoir une grande ouverture sur les gens. euh,
moi, c'est mon quotidien tout le temps. J'aime les gens, mais profondément, Mhm. et je peux connecter avec n'importe qui dans une très grande joie. Par contre, par contre, je ne vais pas épouser tout le monde. Je ne vais pas Mhm. m'encorder avec tout le monde. Et à un moment, il y a un choix. C'est avec qui est-ce que je m'encorde? Vous comprenez, quand je dis je m'encorde, c'est comme si on fait de la montagne. Là, hop, on est tous les deux Mhm. liés. Avec qui je décide de lier ma vie. Et et je peux très bien aller comprendre le monde de l'autre, avoir beaucoup d'empathie pour l'autre, oui, et même accepter sa façon de voir les choses. Mais c'est pas pour ça que je veux partager ma vie avec cette personne, parce que là aussi, il y a une chose fondamentale, c'est est-ce qu'on partage les mêmes valeurs, est-ce qu'on a la même philosophie de vie? Sinon, si je m'encorde avec quelqu'un qui n'a pas la même philosophie, ça peut pas fonctionner. C'est pour ça que vous avez parlé de votre philosophie bouddhiste. On peut parler aussi des différentes religions. Euh, Est-ce que c'est pas un indispensable d'avoir du commun sur ce plan-là pour avancer avec quelqu'un, pour s'encorder avec quelqu'un? Moi, je pense que ça, c'est quand même une Mhm. bonne question. Ça pourrait faire l'objet d'une bonne petite vidéo. Voilà. Faut-il partager la même religion ou la même philosophie quand on est en couple? Parce que Absolument. ouais, la réciprocité est quand même très importante, hein. Et là, vous en avez manqué. Mhm. Mm. Exactement. Mhm. Mais oui, mon meilleur ami dit souvent que pour faire un beau lotus, il faut obligatoirement de la boue. Sans boue, pas de lotus. Alors, effectivement, toutes ces difficultés qu'on peut traverser, toutes ces épreuves, on peut les voir avec beaucoup de gratitude aussi comme le moyen de pouvoir se développer et grandir, pour apprendre voilà, à avancer sur le chemin, à être dans la joie, Mm. à faire preuve de compassion, à agrandir notre amour pour les autres, pour nous-mêmes. Ben, Hmm. c'est tellement beau. Là, pour le coup, on peut dire, Sylvain, qu'on partage les mêmes valeurs, vous et moi. C'est chouette, ces valeurs-là. De voir qu'en fait, on peut, voilà, les humains peuvent connecter sur des valeurs en commun. Mais pour ça, parfois, on a dû être un peu éprouvé dans sa propre vie pour le comprendre. Parce que, oui, on peut l'entendre d'un point de vue un peu théorique, l'histoire de la boue. Mais quand on en fait l'expérience dans sa propre vie, ça prend toute une autre, comment dire, une autre, Notre une autre dimension. dimension. Ça prend une autre dimension. Ouais. Merci en Hmm. tout cas pour cet échange. Bonne continuation dans cette Merci relecture beaucoup. de vie, et puis dans cette transformation aussi, peut-être ces choix professionnels qui vont en découler. Au Oui, revoir. merci beaucoup, Merci Thérèse. à Au vous. revoir. Au revoir. Si l'écoute de cette consultation vous a permis de mieux comprendre la complexité des relations humaines, des relations d'amour, des relations sexuelles, si elle vous a donné des clés pour éclairer votre propre vie ou celle de vos proches, mettez un avis 5 étoiles, likez la vidéo, abonnez-vous pour que je puisse le savoir et vous en proposer d'autres. C'est très important pour moi. Je poursuivrai cette aventure seulement si elle vous aide. Si vous sentez le besoin d'être accompagné, sachez que j'organise des stages réservés aux célibataires, des stages réservés aux femmes, des stages réservés aux couples, que chaque semaine je vous envoie une newsletter, le boudoir de Thérèse, où je vous partage des idées pour raviver la flamme sexuelle, qu'il y a un catalogue de plus de 70 conférences sur l'amour et la sexualité à écouter et que je reçois aussi en consultation privée. Allez faire un tour sur mon site internet www.theresargot.com. À très bientôt pour une nouvelle consultation.